Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être là. Merci d'excuser le petit, qui s'est un peu prolongé, quart d'heure diplomatique qui permet à tout le monde d'arriver. On sait qu'on a quelques aléas en ce moment. Au nom de l'équipe du FRAC, je voudrais remercier l'équipe de Stella Matutina, le musée qui nous accueille pour d'une part ce FestiFRAC, qui est donc l'occasion pour le FRAC de présenter 4 expos solo. Je ne sais pas si vous avez encore eu l'occasion de les voir, sinon précipitez-vous en sortant de ce séminaire. Donc il y a Alice Aucuit avec l'écho des berceuses, Esther Waro qui nous présente danse autour de nos têtes, le soleil danse autour de nos têtes. Tatiana Pachama avec Déployer ses ailes au-delà du ciel, et bien sûr Cathy Cancade ici présente avec Mets ton œil dans mon oreille. Voilà. Je vous demanderai de bien vouloir excuser notre président du FRAC, Mario Serviable, qui naturellement aurait très volontiers participé dans le public à cet échange, et d'autant plus concerné que c'est un de ses centres d'intérêt, la géographie, même s'il y a un focus plutôt sur l'histoire, enfin ça fait partie vraiment de ses centres d'intérêt. Voilà, je voudrais demander à Stéphane de m'excuser parce que depuis le début de cette communication, je l'appelle Sébastien, je te prie de m'en excuser. Un grand merci encore à l'équipe technique de Stella qui nous accueille ce matin. Et puis bien sûr, merci à tous les intervenants. Et je vais rendre le micro à Stéphane pour que ce séminaire commence. Merci à tous. Bonjour à vous, mesdames, messieurs de la société. Merci d'être venus parmi nous aujourd'hui. Merci en ce dimanche matin de mars de l'an de grâce 2021, juste pour replacer les choses. D'être venus partager avec nous un moment de rêverie, de flânerie, se déclinant sous la forme d'une table ronde intitulée « L'autre au détour du territoire, rencontres et récits ». Moment précieux car devenu rare depuis maintenant une année suite à la crise sanitaire que nous traversons encore aujourd'hui. Donc merci d'être venus savourer ce moment précieux à notre compagnie. Cette table ronde est une matinée d'études organisée par le FRAC autour de l'exposition solo de l'artiste Cathy Cancade, « Mets ton œil dans mon oreille », qui est un voyage immobile à la rencontre de ceux qui habitent dans le quartier de la coopérative et qui, à cet effet, à l'occasion de cette table ronde, mobilise en ce jour 5 intervenants, dont des chercheurs, un écrivain, une artiste plutôt, et un photographe qui vont échanger sur les enjeux de la rencontre et du récit dans nos représentations territoriales. Précision, la grande histoire est composée d'une multitude de petites histoires. Les généreux complices qui composent cette table ronde se proposent de vous offrir un voyage, et pas des moindres, au travers de l'histoire, des récits, des trajectoires, de la cartographie, des extraits de romans, des rencontres, des périples, le tout illustré d'images et de vidéos sur plusieurs territoires qui mènent à un même territoire. Concrètement, ce dimanche matin, cette table ronde s'articulera autour de 3 grandes thématiques qui sont la rencontre, le récit et le territoire. Nous sommes ensemble pour à peu près 2 heures et demie de rencontre, avec à mi-parcours une pause de 15 minutes, juste le temps de faire quelques étirements. Nous vous proposons avec vous, public, un moment où vous pourrez réagir et poser des questions, cela à la fin de chaque thématique. Donc, les 3 thématiques, il y aura un moment de 15 minutes. Je l'avoue, 15 minutes, c'est assez frustrant pour l'échange, mais pour parfaire, au fait, ce temps réduit, on vous propose un temps de micro libre à la fin des 3 thématiques pour pouvoir réagir, partager vos impressions, vos récits et, bien sûr, poser de nouvelles questions. Alors, chaque séquence dédiée aux questions, comme je disais, durera à peu près 15 minutes et vous pourrez poser des questions ciblées envers chaque intervenant après chaque intervention. Alors, permettez-moi maintenant de vous présenter les intervenants de cette table ronde en la personne de Cathy Cancade, artiste exploratrice, repousse les limites du visible et sonde nos autres manières de voir. Ces dérives nous entraînent dans des voies inédites à la découverte de nouveaux territoires, tout en superposition.
s'attachant à mettre en relief les rapports que l'individu entretient avec son territoire. Son travail s'inscrit dans une géocritique replaçant l'approche géographique au cœur même du débat. Ensuite, nous avons M. Christian Gemanaz, maître de conférence à l'Université de La Réunion au département de géographie, membre de l'équipe Océan Indien, Espace et Société et chercheur associé au LABEX EGO, épistémologie et histoire de la géographie Paris-Sorbonne. Nous avons ensuite Pierre-Louis Rivière, acteur, dramaturge, metteur en scène et romancier, arc-boutant du Théâtre Vollard de La Réunion, également musicien de le collectif musical Tropicadéro. Il vient de parfaire son magnifique parcours avec la sortie du 5e roman, Vertige, paru aux éditions Poisson Rouge. Nous avons ensuite Madame Myriam Doriat, professeure agrégée Histoire-Géographie, doctorante en Histoire contemporaine à l'Université Paris-Sorbonne, Paris 4, qui va pour l'occasion nous emmener explorer le journal de bord de Joseph de Villèle sur la question des émotions en histoire, en s'interrogeant sur leur impact dans leur relation au lieu. Et ensuite, Nelson Navin, photographe indépendant, auteur d'une thèse de doctorat sur l'opinion publique. Il s'initie à la photographie lors de ses études et tisse à ce moment-là un lien entre la photographie et l'histoire comme témoin de temps qui passe. Au cœur de ce travail de reportage où se mêlent la poésie et l'écriture, l'humain occupe une place privilégiée. Et puis moi-même, Stéphane Bocquet, médiateur du patrimoine culturel, matériel et immatériel de l'océan Indien, pour vous servir. Mesdames et messieurs la société, il est l'heure à présent de franchir le pas de porte de notre voyage vers l'autre au détour du territoire, rencontres et récits. Excellente table ronde à vous. Bonjour, donc merci d'être là ce matin, dimanche matin, bravo. Je vais introduire en fait le débat à partir de quelques petites interrogations qui sont le fondement en fait de mon travail. Première chose que je voudrais vous dire, c'est que peut-on dire des lieux qui en apparence ne présentent aucune particularité ou aucun intérêt pour la plupart d'entre nous. Que peut-on aussi raconter des territoires que nous traversons ou que nous habitons, et même ceux dans lesquels nous nous enracinons? Et enfin, ce que l'on voit, suffit-il à dire ce que l'on sait? Mets ton œil dans mon oreille, un voyage immobile à la rencontre de ceux qui habitent quartier de la coopérative fait le focus sur les habitants d'un tout petit territoire. Qui sont-ils? Que nous racontent-ils? Et comment leurs points de vie peuvent modifier nos points de vue? Pendant 5 mois, j'ai arpenté les rues, les sentiers et les impasses qui sillonnent mon quartier. J'étais en quête de nouvelles clés de lecture du banal et du quotidien. J'aime bien. Et pour que l'infraordinaire si cher à Georges Perec devienne extraordinaire, il m'a suffi simplement de prendre le temps de regarder, le temps d'écouter, mais surtout le temps de rencontrer. Il s'appelle Marguerite, Michel ou Léo, et nous nous croisons dans la rue. Nous échangeons au pied des barreaux et apprenons à nous connaître. J'ai perdu ma deuxième feuille. Voilà. Donc, c'est au fil des liens que nous tissons et des rendez-vous qui se multiplient qu'ils me confient des bribes de leur histoire et qui parfois sont enfouis au fond de leurs souvenirs. Donc, tous ces fragments de vie qui sont autant d'évocations de leur monde, présent ou passé, et à partir desquels, à travers lesquels chacun se raconte.
Donc mis en superposition, en fait, tous ces récits nous révèlent de multiples mouvements du quartier, des mouvements dans la construction de ce quartier, que ce soit économique, des mouvements sociaux ou même parfois des mouvements politiques. Et c'est ces mouvements-là qui ont façonné ce quartier. C'est ceux qui habitent, qui racontent, qui ont en fait élaboré ce qu'aujourd'hui on peut appeler une autre géographie. Ils participent donc en effet à cette autre géographie et en même temps, ces superpositions de récits permettent la construction de nouveaux savoirs. Donc, je vais laisser la parole à Stéphane peut-être pour introduire. Oui, juste pour introduire la première thématique qui est rencontre. Voilà, merci à vous. Donc là, on va vous laisser écouter un petit extrait qui s'appelle « Broderie et confinement ». Les mamans, d'un certain âge, quand les enfants étaient à l'école et tout, elles emmenaient leur couture ou leur broderie et allaient rendre visite à une amie, une voisine, et puis à l'après-midi, chacune faisait sa couture, comment accommoder les vêtements, bien broder. Voilà, pour passer l'après-midi. Et elles discutaient, tout ça, c'était bien, hein, parce que tout le monde à côté. Mais voilà, ça c'est le temps. Maintenant, les gens, ils ont leur télé. Il ne faut pas arriver à telle heure chez eux parce qu'ils sont en train de regarder leur feuilleton, ça les dérange. Voilà. Et justement, maintenant, je vois, comme là, il y a le confinement. Et moi, je vais me promener, je vais marcher, et il y a une foule de gens qui aussi éprouvent le besoin. Mais est-ce que ça va continuer ou bien après ils vont rentrer dans leur petit peu de train? Donc, je ne sais pas. Parce que là, pour le moment, ils ont la télé, mais ils veulent quand même aller un petit peu vers la nature, regarder, observer, pour que ça dure, cet engouement-là. Peut-être que ça va. Les gens auront pris goût à quelques plaisirs avec leurs enfants, pour faire sortir et tout ça. Donc, au moins, le confinement, on va s'y Voilà, dans l'extrait qu'on vient d'écouter, la narratrice évoque à partir de ses souvenirs comment la broderie, une activité donc spécifiquement féminine dans ce contexte, permet aux femmes de sortir, les femmes du quartier, de sortir de chez elles pour se réunir et puis pouvoir bavarder. Ces dames nous racontent aussi comment plus tard, l'arrivée de la télévision va modifier les rapports entre les individus, mais aussi celle de la pratique de l'espace. Et puis en mars 2020, et c'est le constat qu'elle fait, pendant la première période de confinement, cette première période de confinement qui va aussi bouleverser nos comportements, eh bien la narratrice, elle observe que dans son propre quartier, qui est aussi, donc vous l'avez compris, le mien, il y a un regain d'intérêt pour la nature, d'abord, parce qu'on voit les gens sortir, aller se promener dans les chemins, et puis aussi elle nous parle de ce besoin irrépressible que nous avons, nous autres, les humains, d'aller à la rencontre de nos amis, enfin de nos voisins. Donc elle nous raconte ces histoires-là, et en effet, on peut constater que cette troisième période qui serait comme un troisième mouvement, peut-être, les familles qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voyait plus ressurgissent à nouveau dans les rues, dans le quartier, et elles vont dans les commerces, elles font fonctionner l'économie locale, mais aussi elles utilisent les chemins de campagne qui étaient un petit peu laissés à l'abandon. Voilà, c'est un des constats que fait ce récit. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que l'enfermement imposé par le confinement aura-t-il donc eu pour effet d'inciter les habitants à sortir un peu plus souvent de chez eux, donc à sortir de cette sorte d'individualisme dans lequel qu'on pouvait constater, et à reprendre part à la vie du quartier. En tout cas, le témoignage de cette habitante nous invite à une réflexion quant aux enjeux de la relation dans nos modes d'habiter. Alors, la rencontre, je passe la parole à Myriam Doriat.
Merci. Et merci d'abord à Catherine qui m'a proposé de participer à cette table ronde. J'avoue que j'ai un petit peu hésité avant d'accepter parce qu'elle nous fait rencontrer ses voisins très sympathiques. Et moi, je vous propose d'aller à la rencontre de l'homme politique le plus détesté de son temps, donc Joseph de Villèle, à qui je consacre une thèse. Peut-être qu'on peut voir son... Voilà, alors bon, quelques mots sur Joseph de Villèle, que vous connaissez certainement, et puis sur les raisons qui font que je m'intéresse à ce personnage. Donc, qu'on voit à l'écran, c'est un Toulousain, né en 1773, originaire de famille de la noblesse languedocienne, et on le voit ici comme Premier ministre de Louis XVIII et de Charles X, puisque c'est un personnage politique important de la Restauration, donc la période qui suit le Premier Empire. Donc la Restauration de quoi? De la dynastie, entre autres, de la dynastie des Bourbons. Alors, détesté, on m'entend bien? Non? Détesté par qui? Par une partie de son camp politique. Les ultra-royalistes constituent à l'extrême droite de l'échiquier politique, et ces ultra-royalistes considèrent que la Révolution n'est qu'une parenthèse, et, bon, je simplifie un petit peu, qu'il faut revenir très vite à l'Ancien Régime. Donc, il reproche à Villèle de ne pas rompre suffisamment fermement avec la Révolution. Est détesté par le camp adverse, l'opposition du centre et de gauche, là encore pour aller vite, qui lui reproche au contraire de mener une politique par trop réactionnaire et autoritaire. Alors c'est quand même un personnage qui est tombé un peu dans les oubliettes de l'histoire, donc c'est en arrivant à La Réunion que s'est faite ma rencontre avec Joseph de Villèle, donc autour d'une émotion, la surprise de trouver ce nom très présent ici. On connaît bien Villèle, le quartier de Villèle à Saint-Gilles-Léo, construit sur l'ancien camp d'esclaves et d'engagés, le musée de Villèle de l'habitation et de l'esclavage, donc les deux implantés sur l'ancien domaine des bassins. Donc c'est un nom qui est associé très très fortement à l'histoire de la Réunion. Et cette surprise m'a amené à découvrir que son parcours, avant de devenir cet homme politique d'envergure nationale, avait une dimension coloniale très forte, puisqu'il a effectué un long séjour durant sa jeunesse à La Réunion, pendant la période révolutionnaire, où il est devenu habitant, c'est-à-dire propriétaire de terres et d'esclaves. Il s'est allié à la plus puissante des familles créoles de l'époque, les Panons des Bassins, en se mariant à une des filles des Bassins, de même que son frère venu le rejoindre en 1799. C'est son frère qui a fait souche ici, et donc le neveu de Villèle qui a donné le nom ensuite au domaine. Et puis également, c'est ici qu'il a débuté sa carrière politique, à une époque où les deux colonies, La Réunion et l'Île-de-France, s'opposent à l'application de la première abolition de l'esclavage votée en 1794. Donc en fait, dans ma thèse, je vais vous montrer en quoi cette expérience coloniale a influencé sa carrière politique et de façon plus générale la politique coloniale de la France et en retour l'histoire de la Réunion. Alors aujourd'hui, mon but n'est pas de le rendre sympathique ni de raconter tous ces jours, mais de me situer à l'époque qui précède son arrivée à La Réunion, donc de parler de sa rencontre avec l'océan Indien qui intervient en 1791 à travers un document inédit, son journal de bord, qui permet donc de voir que le contexte de sa rencontre avec l'océan Indien se produit dans justement un contexte émotionnel intense. Et c'est un petit peu ce que je veux montrer aujourd'hui, dans quelle mesure les émotions influencent notre rapport au territoire. Voilà, alors journal de bord, pourquoi? Parce qu'il arrive comme élève de la marine dans l'océan Indien à l'âge de 18 ans, donc avec ses émotions de l'adolescent, hein, des hauts et des bas. Et puis donc élève de la marine, il est poussé dans une carrière par son père, ça l'intéresse pas du tout, lui il voulait rester dans le Languedoc et faire de l'agriculture comme papa. Bon, bref, il se retrouve quand même dans la marine et comme élève, il doit s'entraîner à rédiger des journaux de bord. Donc comme on voit ici, donc chaque jour, il
présente la marche du navire, les vents, la longitude, la latitude, les incidents. Et puis au fil de ce journal qu'il tient pendant 2 ans, les 2 années de la fin de sa carrière avant de s'installer à La Réunion, débordé par les émotions, il se livre en fait, c'est un vrai refuge émotionnel à ses parents. En fait, il est destiné essentiellement à ses parents, ce journal de bord. Alors, on peut voir des traces de ce contexte émotionnel simplement dans la page de garde, avec la page de garde. On peut la voir maintenant. Ah, ça vient tout de suite. Voilà, je ne sais pas si on voit très très bien. En tout cas, vous voyez les ratures, déjà ce qui apparaît très fortement, et des ratures qui sont liées au contexte politique. 1791, c'est 2 ans après le début de la Révolution. Et ces ratures, voilà, il a rayé 2 Villèle. Villèle-Morville. Morville, c'est la seigneurie de ses parents, une 30aine de kilomètres de Toulouse. La particule nobiliaire est rayée de Villèle, de Saint-Félix, puisque la noblesse a été abolie avec la Révolution. Donc, comme l'ensemble des nobles, il est confronté à ce qu'on va appeler un vrai choc identitaire. On voit également rayer la marine royale. La marine n'est plus royale, mais nationale, puisque c'est la nation qui devient souveraine. Donc, pour un jeune qui n'était pas forcément motivé par la marine, c'est une chose de se battre pour le roi, et c'en est une autre que d'accepter de mourir pour une nation qui vous traite en plus comme un paria, puisque les ci-devant nobles, les anciens nobles, sont en fait, en 1791, l'objet de menaces, d'une stigmatisation très très forte, en particulier dans les ports, vis-à-vis des officiers de la marine. Et donc, pour fuir cette violence verbale, physique même, on a des officiers qui sont lynchés, bien Villèle hésite et finit par saisir l'occasion d'une campagne une campagne navale dans l'océan Indien. Il y avait des campagnes qui devaient durer 3 ans pour fuir la Révolution et se réfugier dans l'océan Indien. Donc, en fait, tous les nobles devaient finalement se positionner vis-à-vis de la Révolution. Certains ont décidé de quitter la France, de quitter le service de la marine, et lui trouve un compromis, c'est-à-dire qu'il fuit la Révolution, pense-t-il, et tout en continuant le service de la marine. Donc c'est la peur, à la fois ce choc et la peur qui l'amène ici. Donc il pense être de passage pour 3 ans simplement, et en fait les choses ne se passent pas du tout comme il imaginait. Et lorsqu'il apprend l'exécution de Louis XVI le 3 juin 1793, en même temps que la guerre, eh bien voilà ce qu'il écrit. C'est un vrai choc moral. Voilà ce qu'il écrit dans son journal. La guerre déclarée à l'Angleterre, le dernier roi de France. Alors là, il y a 15 points de suspension. Je ne suis plus moi, je ne suis pourtant pas un autre, je suis encore moi autant qu'il le faut pour me faire sentir que je ne suis plus le même. Ah maman, ah papa, ah tous, où êtes-vous? Que faites-vous? Qu'allez-vous devenir? Donc c'est une vraie angoisse, et quelques mois après, il décide de quitter cette marine républicaine et de se réfugier à l'île Bourbon, qui est en train qui change de nom pour devenir l'île de la Réunion. Merci Myriam. Je passe la parole à lui. Tout est écrit dans la terre, disent les géographes, l'histoire du monde et des hommes, la prospérité des uns, le revers de fortune des autres, la gloire des plus avisés et la ruine, la chute, la déchéance de ceux que le sort a plongés dans la tragédie, les catastrophes à venir, notre fin à tous. Je ne sais moi-même que penser de ces affirmations si assurées qui font de la terre une sorte de livre ouvert. Je suis arpenteur, je parcours le pays en long et en large, et il m'est arrivé de voir des choses étonnantes depuis que l'agence d'Amour et Noël, Géométrie de l'Ouest, a ouvert ses portes il y a 15 ans. Je trace des plans, je borne, j'indique les limites à toutes sortes de gens qui tentent de savoir où ils en sont avec la terre, avec la famille. Je croise des naïfs, des rusés, gros propriétaires ou petits colons. Et à chaque fois, des bribes de leur histoire perdue s'inscrivent entre les lignes qui dessinent le maillage compliqué du cadastre. Malgré son abandon,
L'entrée du chemin est encore visible dans l'ombre. Je remonte l'allée embroussaillée, une longue côte qui serpente à travers les arbres et débouche sur la façade nord de la maison. Lorsque je m'arrête, troublé sans que je sache vraiment pourquoi, je regarde vers elle. Et il me semble bizarrement que c'est la maison qui me regarde, qui me dévisage, immobile et provocante, et que nous nous toisons en silence, moi curieux et déconcerté, elle chargée d'une énergie invisible, comme si elle me narguait ou attendait de savoir si j'oserais faire un pas de plus et m'avancer sur la case où repliée elle languit, si je me risquerais à pénétrer son mystère, ou peut-être attend-elle que j'ouvre la porte pour enfin laisser échapper les forces invisibles qui l'attendent comme un piège. La maison reste mutique et ne laisse rien paraître. Je ne peux pas encore ouvrir la porte. Demain, j'irai parler à M. Théophane. Il me dira à qui elle appartient. Je fais le tour de la construction inhabitée depuis des années. Je sens son regard aveugle suivre chacun de mes pas. Lorsque je redescends l'allée, le regard de la maison pèse encore sur ma nuque. Je suis tenté de tourner la tête et de regarder en arrière, par-dessus mon épaule, mais finalement, j'évite de le faire. Le récit est tiré de Vertige. Dans le roman, il est question d'un mystérieux cadavre, d'un territoire délaissé, du passé qui hante les lieux, d'un homme aux prises avec ses propres fantômes. Après, je vous laisse découvrir le livre plus tard. Merci. Merci Pierre-Louis. Je passe la parole à M. Christian Gemanaz, toujours sur l'arpentage. Bonjour, merci encore à Cathy de faire participer à cette table ronde, de mêler la géographie avec ce côté culturel et artistique dans lequel on essaye d'être relativement à l'aise. Je profiterai du texte de Pierre-Louis lorsqu'il aborde la question de l'arpentage, de la géographie avec cette image un peu convenue qui est celle du producteur de cartes. Vous aviez à l'instant, et ça va revenir, une image des arpenteurs à La Réunion, et en particulier le travail de Pierre Guillaumard, qui a été un des premiers arpenteurs, qui, dans son courrier, la lettre que vous allez voir, exprime toute la difficulté qu'il y a à arpenter cette île un petit peu compliquée. Alors, ce qu'il faut en retenir dans cette rencontre des hommes et de l'espace, c'est effectivement cette question d'appropriation, de délimitation et de construction d'un territoire. On parle bien aussi de territoire, on le verra un peu plus loin, et dans cette construction du territoire, les géographes apparaissent toujours comme des producteurs d'espace. Ils nomment les lieux pour les faire exister, ils les délimitent, mais c'est dans cette rencontre entre les hommes et l'espace que s'élabore ce territoire. Territoire d'ailleurs, mot totem et fétiche des géographes, territoire qui est un terme qui n'est pas exclusif à la géographie, mais que l'on partage avec d'autres disciplines, pour rester extrêmement modeste. Ce que je soulignerai également à travers cette rencontre, c'est cette production de la carte, qui est une représentation déformée de la réalité, mais une déformation relativement cohérente. Elle forme en quelque sorte une caricature du monde, et les cartes que l'on peut avoir sur La Réunion depuis le travail d'Étienne de Flacourt jusqu'à l'instauration de la carte IGN en 1957, en passant par toutes les productions. Elles sont extrêmement nombreuses et je ne m'avancerai pas sur ce terrain-là. Cette carte, donc, c'est une représentation, une caricature du monde, et pour reprendre les termes d'un de mes collègues, qui dit la carte est une simulation au sens étymologique du terme, c'est-à-dire elle donne pour réel ce qui ne l'est pas. Elle est, au sens finalement du sémanticien Alfred Korzybski, qui est
une formule assez classique, la carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire. C'est également illustré par Borges avec le petit conte de la carte de l'Empire, une carte à l'échelle 1-1. Et effectivement, la carte est un récit de territoire dont chacun a sa propre représentation. Et elle ne peut donc pas prétendre à constituer l'expression additive de l'ensemble de ces perceptions. Et dans la construction du territoire réunionnais, on voit bien comment effectivement la question des appropriations, des délimitations, de l'invention d'un territoire est quelque chose qui n'appartient pas forcément à la géographie, mais qui a appartenu dans les premiers temps aux arpenteurs. Les arpenteurs ont eu un rôle considérable. La compagnie a attribué des concessions avec des bornages plus ou moins contestés. À un moment donné, il a fallu remettre de l'ordre. On a fait venir des arpenteurs avec des gens que l'on connaît très très bien aujourd'hui. Je signalerai simplement l'un des peut-être qui me tient le plus à cœur, qui s'appelle Denis Sellhausen, dont on a les plans terriers tout à fait extraordinaires sur la Réunion. Donc tout ceci ne relève pas d'une géographie au sens classique qui va s'inventer et s'institutionnaliser au début, fin 19e, début 20e siècle sous l'impulsion de Vidal de Lablache, mais plus d'arpenteurs, cartographes, et d'ailleurs on pourrait terminer, parce que mon temps est quasiment imparti, on pourrait terminer sur cette image des tableaux de Vermeer sur l'astronome et le cartographe, où finalement, effectivement, il est titré géographe, mais au sens premier, ce sont des cartographes. Et on voit effectivement sur cette dernière image le travail de Pierre Guillaumard qui montre comment on peut borner, comment on va faire de l'arpentage sur ce territoire qui s'annonce relativement complexe. Merci. Je passe la parole à Nelson Nava. Alors, partir en voyage, c'est suivre une route pour aller à la rencontre de l'autre, traverser son territoire et en rapporter un récit qui est forcément subjectif. Mais il faut quand même se demander, que peut-on vraiment comprendre de ce que l'on découvre en voyage ? Alors évidemment, tout dépend de la façon dont on voyage et de ce que l'on cherche. Mais ce qui est certain, c'est que l'autre, celui que je rencontre, est infiniment plus riche que je ne peux l'imaginer. Sa manière d'habiter son territoire est infiniment plus complexe que je ne peux le concevoir. Et le récit que je peux faire de cette rencontre est infiniment réducteur. Ces réserves étant posées, je vais tout de même vous parler d'un voyage que j'ai fait en 2019 en Namibie avec mon amie Elena. Et voilà. Alors je vais vous montrer en fait les cartes. Voilà, on voit la première carte qui apparaît à l'écran. Sur cette première carte, vous pouvez voir donc la Réunion et on voit de l'autre côté de l'Afrique, signalé avec le petit carré rouge, on voit la Namibie. Alors ce petit carré rouge en fait signifie l'endroit où on a été donc avec Elena. En fait, je vais vous parler de ça dans un instant. Mais juste avant, en fait, je vais vous donner quand même quelques précisions sur la Namibie pour comprendre en fait quel est ce territoire. Donc on retrouve donc justement en Namibie les traces du Gondwana, qui a été le premier continent apparu sur Terre. C'est donc en Namibie qu'on trouve les plus vieilles terres du monde. La présence du désert du Namib, du Kalahari et de la Skeleton Coast illustre bien d'ailleurs la difficulté de vivre en ces lieux. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en fait, le pays compte 2 millions d'habitants à peu près et il a la plus faible densité, l'une des plus faibles densités au monde. On n'a que 3 habitants au kilomètre carré. Donc on peut parcourir de très longues distances sans voir personne pendant très longtemps. Et voilà. Donc on peut passer à l'image suivante, s'il vous plaît. Alors ça arrive. Voilà. Donc maintenant, en fait, sur cette nouvelle image, vous voyez qu'on dézoome. Finalement, on a commencé par une image satellite qui était vue on voyait le continent et puis les océans aussi. Là maintenant, en fait, on fait un focus sur la région vers laquelle on va se diriger. Donc sur cette carte, vous voyez en fait que
que ce paysage est relativement désertique, il n'y a pas de ville, presque pas d'eau, peu de végétation. Par contre, vous pouvez déjà percevoir la route principale, la route C35, qui relie. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, tout en bas, il y a une petite ville qui s'appelle Uis. Donc nous, notre point de départ a été là, et on est remonté en fait donc tout au long de la. Mais en fait sur la carte, là, on voit qu'un extrait. Donc on est remonté très très loin après pour aller à une ville qui s'appelle Corikas dans le nord. Voilà. Donc on peut passer maintenant sur la troisième image satellite, s'il vous plaît. Voilà. Donc sur cette carte, on voit que, enfin, ce qui frappe, c'est que la route C35 ressemble à une longue cicatrice au milieu du désert. Je suis pas complètement sûr en fait d'avoir retrouvé l'endroit exact. Je pense que c'est cet endroit, mais j'ai pas vraiment la preuve. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que sur cette image, donc nous on voit qu'une route, enfin qui est symbolisée par le grand trait qu'on voit, et il faut imaginer qu'autour de cette route, il va y avoir des gens. On va les voir dans un instant. Mais alors en regardant plus attentivement, on voit aussi la trace d'anciens fleuves. Car avant d'être un désert, cette région était fertile et verdoyante. Mais alors quand je vous dis avant, c'était il y a très longtemps, c'est en plusieurs millions d'années. Alors aujourd'hui, la route attire des familles semi-nomades qui s'installent à proximité pour profiter du passage des touristes. Alors malheureusement, beaucoup d'entre eux traversent ces étendues sans même s'arrêter ou juste pour le ravitaillement. Mais voilà, on peut passer en fait et voir des gens et continuer à rouler. Voilà. Alors Elena et moi, on s'est dit qu'on allait quand même s'arrêter et qu'on irait même dormir chez les gens qu'on allait rencontrer. Donc, ce qui est certain, c'est que la rencontre avec l'autre dépend de l'attitude que l'on affiche et du temps que l'on est prêt à y consacrer. Alors, là où d'autres ne voient qu'une route, nous avons découvert la vie d'une petite communauté. Alors, je vais vous laisser découvrir justement un extrait vidéo enfin, vous allez voir en fait de cette rencontre avec les habitants, et puis je vous en reparle juste après. Alors la vidéo va arriver, voilà. That's how they move. And then around like this, sometimes they also make that dance just to attract the attention of the tourists. Equipa traditional village. There where I'm standing is the gate, where the tourists and everyone else who wishes to come and view this traditional village. Yeah, more or less what's going to happen. Stones and a decorative tree. These are fluorite, crystals, topaz. This is tourmaline, the black tourmaline. This is Bejes, Caipiro, Chagura. Naranja mesti benarnya ya. Orang rambo, adri anu tahu. Gainya, iskarombo. Voilà, donc juste à la fin, en fait, vous avez vu toutes ces personnes de la communauté qui se sont présentées, donc elles ont dit leur nom. Alors ça peut paraître anodin, mais en fait, ces gens qu'on voit dans les arts ont quand même un nom, un prénom, une vie, et en fait, quand on passe en voiture, en fait, souvent on l'oublie. Alors juste pour resituer un petit peu le contexte de la rencontre, nous, on arrivait en fait du sud, on est arrivé donc par cette petite ville de Uis, c'était une ancienne ville minière. Et en sortant de la ville, on commence à voir sur le bord de la route une première famille qui vendait des objets, donc à une petite échoppe. Puis on s'est dit tiens, c'est surprenant parce que en fait il y avait parmi ces gens en fait des Imba. Les Imba, c'est une tribu qui en principe se trouve plus au nord. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Et donc
Donc on continue, on voit une deuxième famille. Alors quand je dis on continue, c'est plusieurs kilomètres après. On voit en fait une autre famille, et puis là on se dit quand même, c'est étonnant. Et on se dit que si encore une autre famille au bout d'une troisième fois, on s'arrêtera et on ira dormir chez eux. Donc c'est vraiment ce qu'on a fait. Alors quand on est arrivé, évidemment, on avait roulé un peu. Je crois que on devait être à peu près à une trentaine de kilomètres après. En distance, ça c'est très court, mais il faut imaginer que c'est des pistes. En fait, même si c'était la route principale, ça reste une piste. Et donc on était relativement couvert de poussière malgré tout, de sueur. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et puis quand on est arrivé, on a rencontré donc cette famille. Alors vous avez peut-être vu là sur le début de l'image, il y avait une femme qui était allongée par terre en fait, et donc voilà, elles passent leur temps à être au bord de la route, à attendre le passage des touristes qui seront là pour leur donner quelques pièces, pour acheter quelques bricoles, et voilà. Et donc, alors on a vu aussi ce personnage en vert, en fait, qui s'appelle Cédébius. Alors Cédébius, en fait, moi je l'appelle l'architecte du désert. On voyait en fait qu'il traçait avec des gestes très volontaires en fait le projet qu'il a, lui, sa communauté. En fait, l'idée, c'est de construire un village traditionnel Limba et Herero. Ah oui, j'ai oublié de vous dire une chose importante. C'est que ce village, cette communauté, est composée de deux tribus en fait. Alors il y a donc les Imba qui sont les femmes que vous voyez avec les seins nus. Et puis les Herero sont les femmes en fait qui ont de longues robes avec une coiffe en forme de corne, enfin voilà, et de cornes. Et au départ, ce sont des Bantous qui vivaient. Enfin, c'était à peu près la même tribu, mais la colonisation les a séparés. Et voilà. Donc, mais alors pour revenir à Cédébius, on voit qu'il explique en fait quel est son projet. Et voilà. Et alors, ce qui est intéressant en fait, c'est que on voit bien en fait qu'au bord de cette route, il y a deux mondes qui coexistent. Il y a le premier qui est soumis à la vitesse, à la dictature du temps, et le second qui est soumis à la lenteur et à la nécessité de survivre en trouvant de l'eau et en attirant l'attention des touristes pour vendre quelques produits artisanaux. Alors, peut-être juste une dernière chose. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, pour revenir au projet de Cédébius, c'est que ça peut paraître anecdotique de voir ce personnage faire des grands gestes en expliquant en fait quel sera le palais entre guillemets qu'il va construire ici. Tout ça en fait, ça peut sembler une utopie en quelque sorte, parce que finalement, on peut se demander mais comment est-ce qu'ils vont construire ce village alors qu'il n'y a rien autour, que les gens ne s'arrêtent quasiment jamais. C'est vraiment très compliqué pour eux. Mais en même temps, en fait, pour eux, il faut comprendre que c'est un endroit où vivre et développer un projet économique pour assurer leur avenir, et que ce projet, donc, qui est une utopie, est aussi une volonté de se connecter à un autre monde. Voilà. Merci Nelson. C'est le moment de l'interaction. Si vous avez des questions, des remarques, un échange avec cette première partie qui est basée sur la rencontre. Des questions dans la salle? Oui? Alors, je désinfecte. Alors, merci, monsieur. Ouais, pour vous répondre, vous avez raison. En fait,
ce que j'ai pas expliqué, c'est la différence qu'il y a entre un touriste et un voyageur. Alors le touriste, en fait, c'est quelqu'un qui, dans le mot tour, il y a bien l'idée du tour. En fait, on part d'un point et on revient au même point. Donc le touriste, généralement, il suit un circuit touristique. Donc voilà, il va faire un parcours et il revient au même endroit. Et au final, il revient effectivement, comme vous le dites, avec des images exotiques qu'il a ramenées, etc. Et la rencontre, effectivement, a été surfaite. Alors là, en fait, c'est juste une amorce, en fait, de ce que je vais vous montrer après. Donc la rencontre, elle a quand même eu lieu, en fait, puisque nous, on a, pour faire la différence avec les touristes, en fait, on a été dans une posture de voyageur, parce qu'en fait, on s'est pas juste dit, voilà, on va dormir chez des gens. L'idée, c'est pas juste de s'incruster chez eux, c'était aussi d'aller réellement à la rencontre de l'autre et donc d'avoir un échange, une discussion. Et c'est ce qu'on a réellement réussi à avoir. Donc là, je vous ai mis juste un petit peu en appétit avec ces images, mais vous allez voir, en fait, il y a d'autres choses qui viennent et qui vont montrer, en fait, qu'il y a eu un vrai partage, un vrai échange, un vrai temps de discussion qui s'est créé. Et par exemple, Célébéus, là, on le voyait. Alors, j'ai peut-être pas expliqué effectivement pourquoi est-ce que les gens en fait disent tous leur nom. C'est que finalement, ils nous ont demandé de les aider à promouvoir leur projet. Donc, on a pris le temps le lendemain de faire un petit film pour eux et de les aider en fait à faire la promotion en fait de leur projet en fait. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, pour monsieur, c'était pas vraiment une question, c'était juste une approche par rapport à la définition du mot rencontre. Sur la présentation, je reformule, en fait, puisqu'il est important qu'on parle dans le micro, puisqu'on est suivi aussi en webinaire. Donc, du coup, comme monsieur n'a pas utilisé le micro, donc la question n'a pas pu être partagée avec nos spectateurs sur le webinaire. Voilà. Merci à vous. Une autre question dans la salle? Moi, je voudrais dire un petit mot, Stéphane, juste pour oui. Comment dire, répondre peut-être un peu aussi à monsieur à partir du travail de Nelson. C'est-à-dire que la rencontre, en fait, je pense que les images qu'il nous montre aujourd'hui, c'est-à-dire cette vidéo que vous avez vue où la personne, elle va raconter quand même quelque chose d'assez personnel. Elle ne s'adresse pas à tous les touristes pour expliquer qu'il veut construire un magasin ici, qu'il va faire ça. La relation, elle s'est fait, la rencontre, elle a créé cette relation qui a permis de mettre d'avoir ces images. C'est-à-dire que parfois, effectivement, il y a toujours, vous avez raison, le décalage des deux mondes, il existe, mais je pense que c'est une posture qu'il faut peut-être justement, c'est ce que tu dis, Nelson, à un moment, hein, en fait, il est question d'une posture, c'est-à-dire que on n'y va pas avec l'idée d'être un touriste, mais plutôt vraiment d'aller à la rencontre des gens avec le cœur et sincèrement. Et bien, même si effectivement on peut être de deux mondes différents, on peut aussi se rencontrer, et c'est ce qui va permettre justement d'avoir des discours, ou en tout cas des échanges et des transmissions de connaissances qui sont à la fois très différentes, et c'est là l'enrichissement, parce qu'on sait que la richesse c'est déjà l'autre et c'est la différence. Et puis je pense que ces images, elles ne peuvent être nées que d'une vraie rencontre. C'est pas un touriste qui peut faire des images comme celle-ci, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Voilà, je ne sais pas si c'est partagé, mais en tout cas, je vous invite à rebondir, parce que l'idée, c'est qu'on avance dans cette réflexion, effectivement, des images qu'on peut produire. C'est important, l'image qu'on produit, parce qu'elle peut être orientée. Celui qui la reçoit, il n'a pas forcément la même lecture que celui qui la produit. C'est intéressant. Oui, je vais peut-être juste rajouter une chose. C'est vrai que j'ai pas vraiment défini c'est quoi un voyageur. En fait, je pense qu'un voyageur, c'est celui qui a la possibilité, enfin la volonté, en tout cas, de dévier du parcours. C'est-à-dire qu'en fait, on suivait la route qui était vraiment obligatoire pour passer d'une ville à une autre, mais à un moment donné, on s'est dit, on va sortir de la route, on va s'arrêter, on va prendre le temps. Simplement, dans cette démarche-là, en fait, on cesse d'être un touriste à proprement parler. Alors, pas parce on s'est arrêté 5 minutes, évidemment, hein, c'est pas parce que les touristes aussi peuvent s'arrêter 5 minutes. Nous, on s'est pas arrêté 5 minutes, on a passé toute une journée, et presque 2 journées en réalité, en fait. On a dormi là-bas, et le lendemain, on a presque failli redormir aussi sur place. Donc on a vraiment pris du temps en fait pour rester avec ces gens-là. Voilà. Monsieur Jamanaz, la parole. Oui, je vais dans mon sens évidemment. Je pense que on parle toujours touristes, voyageurs. Nous sommes tous touristes. Et si l'on regarde par exemple les textes de Louis Héry au XIXe siècle,
on proclame le touriste. Il parcourt l'île en long, en large, etc. Et c'est le véritable tourisme, etc. Le grand tour que faisaient les Anglais au XVIIIe, XIXe siècle, surtout au XVIIIe siècle, c'était des gens qui faisaient une initiation avant de rentrer dans la vie courante, etc. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on va passer à un tourisme de masse, on va avoir cette image pervertie du touriste. Mais au fond, on reste toujours touriste et voyageur. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. Je pense en particulier à Jean-Didier Urbain, qui a fait beaucoup de bouquins sur qu'est-ce que le tourisme, etc. Pour avoir travaillé en Indonésie sur des questions de morphologie volcanique dans des coins paumés, avec des gens en permanence, ils ne pouvaient pas s'empêcher de dire t'es touriste, parce que j'avais eu le financement nécessaire de prendre un billet d'avion et d'être arrivé chez eux, discuter avec eux, travailler avec eux sur ce volcan, mais l'image était bien celle d'un touriste. Donc il faut un peu nuancer cette image négative du touriste. Au fond, on est tous touristes. Après, ça va être des attitudes que l'on peut avoir en termes de curiosité, d'altérité. Touriste, voyageur, c'est vrai que est toujours dans ces distinctions. Au fond, à partir du moment où on arrive chez les autres, on fait cette démarche qu'on peut presque appeler de touriste. Merci Christian. Une dernière question avant de reprendre? Oui. Oui, moi c'était au sujet de Joseph de Villèle, justement, parce que je suppose qu'il a continué à écrire à sa famille et qu'on a des témoignages, mais justement, est-ce qu'on sait comment s'est passé pour lui la rencontre avec le territoire réunionnais? Et je me demandais aussi si finalement il a vraiment pu rencontrer la Réunion, ou je suppose qu'il y avait quand même aussi un entre-soi très 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 fort, mais voilà, qu'est-ce qu'on sait de la façon dont il a vécu voilà, cette rencontre avec la Réunion et peut-être une partie des Réunionnais ou les Réunionnais? Alors, là, ce sera, merci de la question, ce sera peut-être l'objet d'une seconde rencontre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aborde Villèle avant l'arrivée à La Réunion, et justement un petit peu pour comprendre aussi ce qui fait qu'il s'est installé dans une île, parce que La Réunion, c'est d'abord une île, et ce qui fait aussi qu'il s'est installé dans une île coloniale esclavagiste. C'est les deux points que je vais aborder tout à l'heure, mais je ne vais pas aujourd'hui parler de La Réunion. Donc, bon, évidemment, il a rencontré La Réunion dans un contexte particulier que j'approfondirai également tout au long de cette intervention. Il la rencontre de sa position, c'est-à-dire dans l'élite. Hein, il est vraiment au sommet de l'échelle sociale à cette époque-là. Il passe quand même presque 15 ans de sa vie, hein, donc c'est une longue période. Il la rencontre à travers ses intérêts de colons, donc d'investisseurs, mais en même temps en étant partagé entre d'un côté l'envie de rester ici, puisque finalement il s'y plaît, il fait son trou, et en même temps le désir de repartir en métropole, où ses parents comptent sur lui parce qu'il doit normalement reprendre l'affaire familiale, enfin reprendre la tête du domaine. Donc c'est en fait une rencontre très ambivalente, faite à la fois d'émotions très positives, la fondation d'une famille, encore une fois la situation en haut de l'échelle sociale, l'impression de participer à des événements extraordinaires durant les 3 années durant lesquelles il a été député à l'Assemblée coloniale, d'avoir sauvé entre guillemets la colonie de la catastrophe, puisque, comme je le disais tout à l'heure, à partir de 1794, en fait, la Réunion et l'Île-de-France, donc l'actuelle Maurice, vivent de façon quasi autonome, sans faire sécession avec la France, en refusant d'appliquer les lois de la République, donc d'appliquer la première abolition de l'esclavage. Donc il est complètement impliqué dans cette lutte anti-abolitionniste, et ces 3 ans sont extrêmement denses. Entre 1799 et 1803, c'est une période où cette élite coloniale a le sentiment de devoir
lutter contre des dangers extérieurs, une possible intervention de la République pour faire appliquer cette abolition, une éventuelle invasion des Anglais qui font le blocus de l'île, puisque la guerre avec l'Angleterre a débuté en 1793, une éventuelle révolte intérieure des esclaves, parce que c'est ça en fait qui, comment dire, je parlais d'émotion, je parle d'émotion. Il y a un historien qui a intitulé son livre Le syndrome domingois. En 1791, les esclaves de Saint-Domingue se sont révoltés, qui a abouti à l'abolition de l'esclavage d'abord à Saint-Domingue, puis le vote de la première abolition de 1794. Et les colons sont persuadés qu'il va arriver la même chose, ou qu'il peut arriver la même chose ici. Donc jusqu'à d'ailleurs la seconde abolition de l'esclavage. Donc ils sont persuadés que si jamais l'abolition est mise en œuvre, eh bien les esclaves vont se révolter contre eux. Donc c'est une rencontre particulière, encore une fois, à l'intérieur d'une élite. Mais enfin, je pourrais peut-être développer d'autres choses tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à ta question. Voilà. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est de clôturer cette première... Oui, j'approche. Oui. Oui, bonjour. Donc, en fait, c'est une pensée qui m'est venue au moment de la notion de... Et du coup, je vais retrouver plus la notion de territoire et d'habitation, dans le sens justement du musée de Villèle. En rebondissant sur, oui, justement, sur la notion de passage et d'habitation. Et ce qui m'a surpris, c'est ce qui m'a interrogé. Il y a plusieurs mots, la notion de survie et la notion du fait qu'ils sont en train de construire une habitation, d'habiter un territoire, qui est jalonnant une route qui est arbitraire par voilà dans le territoire, au niveau géographique, géomorphologique. Et ce on perçoit un peu, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont pour le moment encore gardé leur architecture, par rapport aux matériaux. Et c'est une des conclusions que j'avais eues il y avait eu il y a 2 semaines, je crois, une conférence de Parc national et l'architecture sur l'habitation, l'histoire d'habitation à Réunion. Et un des trucs que l'architecte avait dit, c'était l'habitation et la diversité des habitations ancrées et historiquement et d'un point de vue évolutif dans le territoire, elle disparaît avec la route. C'est elle qui amène des matériaux, c'est elle qui amène d'évolution ou de la destruction. Enfin, voilà, en ce moment, c'est plus de la destruction. Et du coup, eux, ces 2 populations, tu as dit semi-nomades, dans quelle mesure ils sont encore nomades? Dans quelle mesure ce déplacement est issu de la notion de survie? Et du coup, la démarche de voyageurs et de rencontre, comment pose presque des questions éthiques. Voilà, enfin, je vais arrêter là, sinon Non, j'ai vraiment le bras. Merci. Nelson, c'est pour toi, je pense. Je pense aussi. Donc, alors, question éthique. Oui, forcément, de toute façon, oui, c'est forcément... je vais aborder ce point-là, de toute façon, à la fin, sur la 3e partie. Mais pour revenir, en fait, sur l'habitat. Alors, oui, la route va forcément transformer l'habitat, en fait. Alors, ce qu'il faut préciser, peut-être, c'est que à l'endroit où on était, il y avait vraiment rien du tout, en fait. C'était vraiment désertique. Il y a juste très loin, on voyait une montagne, mais assez basse, donc il y avait rien. Alors, pour amener des matériaux, alors, on peut imaginer qu'ils pourraient utiliser la route, mais la route, ils vont pas forcément prendre, comme on imagine, un pick-up ou voilà. En fait, non, on voit plus souvent, en fait, par exemple, des ânes qui tirent des espèces de petites carrioles derrière. Et donc, les transports se font comme ça encore.
Donc ça prend du temps, c'est compliqué, et là, pour répondre à la notion de survie, en quoi est-ce qu'ils sont menacés? En fait, c'est forcément, comme ils vivent dans un espace aride, ils dépendent de l'eau, et l'eau, elle vient soit de la pluie, mais il peut très très rarement, ou alors du sol. Mais alors pour le sol, il faut creuser, c'est très compliqué. Les enfants, par exemple, sont obligés d'aller chercher l'eau tous les jours, et c'est de longs trajets, forcément. Et cette survie, elle est mise en péril aussi par le réchauffement climatique. Donc là, on sait que, à l'époque où on y était, c'était compliqué déjà. J'ai pas bien compris. Non, c'est pas que le réchauffement climatique. En fait, ce qui se joue, c'est quelque chose de plus global. De façon très générale, en Namibie, bon, il y a pas beaucoup de gens. Le rapport à l'argent est pas le même que celui qu'on peut avoir. En fait, je pense que on peut faire des centaines, mais quand je dis des centaines, c'est 800, 1000 kilomètres facilement sans pouvoir retirer de l'argent que ce soit. Donc on est vraiment dépendant des villes. Donc ces gens-là, on imagine qu'ils vont pas forcément fréquemment dans les villes. Ils font parfois le trajet, mais ça leur demande du temps, et donc ce rapport à l'argent est complètement différent. Le rapport à l'argent, je pense qu'il est compensé, on peut dire, par un autre rapport qui est plus important pour eux, c'est celui de la solidarité. Il y a le rapport donc de l'échange, il y a énormément d'échanges entre eux, il y a une coopération qui est très grande, et puis il y a aussi un autre élément qui est fondamental, c'est la connaissance du territoire. On en parlera peut-être encore après, mais cette connaissance du territoire, elle est vitale. C'est-à-dire que c'est pas par hasard qu'on envoie les enfants chercher de l'eau. En envoyant les enfants chercher de l'eau, on leur apprend à chercher l'endroit où ils pourront survivre. Donc il y a cet élément-là qui est fondamental. Il y a aussi le rapport à l'agriculture, puisque ce sont des peuples, les Bantous en fait, les peuples d'origine bantoue sont plutôt pasteurs au départ. Donc par définition, ils sont nomades. Alors, ce qui fait qu'ils sont ralentis dans leur course, dans leur déplacement, et qu'ils ont tendance à s'arrêter, c'est que finalement, ils n'ont plus vraiment le choix. Ils sont obligés en fait de trouver des ressources financières pour pouvoir survivre. Donc c'est pour ça en fait qu'ils sont obligés de se fixer au bord de la route. Voilà. Merci. Monsieur, je vous propose de fermer cette première thématique qui est la rencontre, et on va rentrer à présent dans la deuxième thématique qui est le récit. Je passe la parole à Madame Cathy Cancat. Oui, donc moi je vais effectivement vous parler du récit, puisque c'est le support de l'exposition qui est actuellement horaire, collègue là dans le cadre du Festifrac. En fait, quand je suis allée moi-même à la rencontre de mes propres voisins, c'était assez expérience humaine assez intéressante, mais même émouvante, pour rien vous cacher, parce que ça fait 12 ans que j'habite dans ce quartier-là, et je connaissais pas les gens